S'il y a des gens qui sont en avance à la session et qui ont déjà des questions, on peut potentiellement discuter comme on ferait dans un événement physique. Vous pouvez parler au speaker avant que la session démarre. Mais je ne crois pas qu'il y ait de questions. Je vais vérifier. Mais... Pour l'instant, ce sont encore des questions sur la session précédente. La session précédente. Je vais faire une annonce. Je vais taper une annonce en ce sens. Ok. Quelle était la session précédente? J'ai pas rien du tout là, jamais. C'était sur le poste de travail avec M365. D'accord. David Ribeiro. Ah oui, il me faut un truc. Ce matin, lors de la session avec Fabien, j'avais plein de problèmes avec PowerPoint, donc qui voulait pas passer les slides. Je l'explique pas. Alors, dans les live events, il y a un différé. Hein. Il y a 30 secondes de différé à peu près. Non, c'était sur mon propre écran, en fait. Ah, ok. Je clique 2 fois, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc, comme j'ai pas analysé, je tente l'arme ultime, la zapette. Hop, je vois un petit message, mais j'imagine que c'est la petite présentation de Gilles.
On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Nous allons accueillir maintenant Jean-Pierre et Erika. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Et donc, vous allez nous parler de gestion de crise avec Teams, Office 365 et Power BI. C'est bien ça? Exactement. Oui. Ok. Donc, je vais vous laisser la place. Vous avez évidemment toujours la possibilité de pouvoir poser vos questions dans la fenêtre de chat donc, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Ils sont là pour y répondre, normalement à la fin. Et moi, je vérifie aussi au fur et à mesure les questions. Et voilà, je vous laisse la place et bonne session. Merci. Merci. Alors justement, comme on est deux, hein, on surveille les questions et s'il y a une question qui est pertinente, l'idée c'est aussi de donner un petit peu d'interactivité, parce qu'on est en live et online qu'on ne peut pas échanger. Et donc dans ce type de session, qui est un retour d'expérience qu'on va vous faire avec Erika, l'idée c'est aussi de répondre à vos questions pour que vous puissiez finalement essayer de vous projeter et voir comment vous pourriez faire de votre côté et se baser sur notre retour. Bon, on est parti, Erika? T'es prête? On est parti. Oui. Bon, alors il y a quelques petits slides au début d'introduction de l'événement, hein, donc évidemment, hop, et comme d'hab, je ne suis pas sur le bon écran, donc c'est bon. Donc merci aux différentes communautés, même si c'est avant tout les communautés qu'il y a derrière, la Microsoft 365 Collaboration Conference et anciennement la SharePoint Conference qui sont derrière cet événement. Merci, hop, non, je sais pas encore, merci à eux d'organiser ce énorme événement gigantissime. Il y a énormément de sessions, énormément de speakers. Il y en a même le jour, la nuit. Moi, ce matin, je croyais que j'étais le premier de la journée avec Fabien à 9 h. Et en fait, non, il y avait Sébastien de Nouvelle-Calédonie qui a fait la nocturne. Donc, très bel événement. Merci en tout cas aux communautés. Et c'est important de saluer tout le travail qui est fait. Merci à toi, Gilles, aussi, qui t'occupe de la régie avec d'autres pour la communauté française. Allez, un petit merci aux sponsors, mais ce slide-là, vous avez dû l'avoir à toutes les sessions. Donc, on est juste là pour rappeler qu'il n'y a pas d'événement si derrière, il n'y a pas des gens qui soutiennent les communautés. Donc, merci à eux. Pensez que vous pouvez aussi gagner, je ne sais pas si c'est un Oculus et non pas un Vive, en allant sur le lien pour participer au tirage au sort à la fin de la journée. Aussi également, n'hésitez pas, si vous voulez faire une petite donation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la communauté reverse 10% des fonds qui viennent des sponsors à des associations. Et je trouve ça extrêmement louable de la part de la communauté de pouvoir reverser à des gens qui en ont certainement beaucoup plus besoin que nous. On est parti, nous deux, Erika ? On va parler de gestion de crise. Alors, c'est un peu lié au Covid, de ce qu'on va vous raconter, mais globalement, on va raconter une belle histoire autour de ce qu'on fait chez Azeo, pas en mode publicitaire, mais juste voilà, en interne, de faire un joli retour d'expérience sur notre vision de la gestion de crise et comment les outils nous ont aidés à faire ça. J'ai la chance de faire partie du CODIR d'Azeo et donc d'être au cœur de toute cette gestion de crise. Et donc, l'idée, c'est vraiment un retour d'expérience de tout ce qui nous a aidés, ou pas, hein, pour le coup, mais on va faire ça. Avant de démarrer, on va peut-être se présenter. Ah, c'est moi qui démarre, en fait, oui. Pour le coup. Je croyais que j'étais en premier, que j'étais en second. Donc, justement, moi, je suis Jean-Pierre. Je m'occupe de l'innovation au sens large chez Azeo. Je suis aussi très présent dans les communautés. Hein, je fais un petit peu de pub pour les communautés que je dirige, qui sont la communauté data et la communauté Power BI en France. Voilà. Mais ce qui va être intéressant pour vous, c'est que, en effet, le rôle, moi, que j'ai pu avoir joué dans tout ce qu'on va vous montrer, c'est que je fais partie du CODIR d'Azeo et que, à ce titre, il a fallu gérer la crise. On va détailler, on va en parler un petit peu, hein, cette crise sanitaire qui impacte tout le monde. Et donc, j'essaie de faire un feedback avec les outils qu'on a pu faire. Erika, c'est à toi. Bonjour à tous, donc moi je suis Erika, je suis Digital Advisor chez Azeo et du coup mon métier c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et ça vaut aussi pour Azeo en interne. Et ce qui s'est passé avec le confinement, c'est que on a redoublé d'efforts parce que tout s'est accéléré, tout est allé beaucoup plus vite, mais heureusement on avait quand même pas mal d'outils à mettre en place et donc moi je suis plus sur les outils Microsoft, toute la suite collaborative chez Microsoft.
Voilà, donc tu as été notre consultante interne qui nous a aidé en partie sur les outils. Alors, juste, c'est pas pour faire une présentation, une pub d'Azeo, même si au passage je vais me le permettre, mais surtout pour que vous compreniez, on va parler de gestion de crise, on n'est pas une multinationale de 200 000 personnes, on n'est pas non plus une toute petite PME de 10 personnes, donc c'est juste pour que, évidemment, le retour d'expérience qu'on va vous faire, que vous puissiez le situer par rapport à vous, mais par rapport aussi à certains choix qu'on a pu faire. Donc, c'est les quelques marqueurs de la boîte. La boîte a 10 ans, la boîte fait 300 collaborateurs. Notre métier, c'est d'être partenaire majeur de Microsoft et donc de faire tout ce qui est autour des technologies Microsoft, hein, donc évidemment d'Office 365, du Power BI, de l'Azure, du .NET, etc. etc. Le chiffre d'affaires, c'est un petit peu plus, hein, je crois qu'il y a une coquille dans ce slide, hein, 25-26, je crois que ça c'est celui de 2019, et on a 5 agences, donc ça donne aussi un petit peu notre physionomie, c'est qu'on n'est pas juste une agence où tout le monde est au même endroit, on a 5 sites à gérer, 6 sites d'ailleurs même techniquement pour le coup. Donc voilà, ça donne un petit peu le panel de quoi on parle justement quand on parle d'Azeo, pour le coup, vous sachiez situer. Donc avant de démarrer, premier chapitre, d'ailleurs on fait un petit coucou à la communauté AOS qui est très présente sur cet événement, puisque on a repris leur template de slide. C'était plus simple pour nous, on avait déjà donné ce retour d'expérience, donc voilà, il y a les petits logos AOS. Donc première partie, en fait, on va raconter ça un petit peu comme une histoire, et puis l'idée c'est peut-être faire un petit état des lieux, donc de parler justement un petit peu de l'avant-crise, et finalement juste savoir d'où on partait, parce que c'est bien beau de dire qu'on a pu gérer la crise, mais est-ce qu'on était plutôt en avance, plutôt en retard, etc. Donc l'idée c'est de faire un petit état des lieux. Donc globalement, déjà, le premier état de fait, c'est que on était quand même prêt. Hein. On est une entreprise du numérique, on prône justement la transformation numérique à nos clients, on est dans les sujets d'outillage au quotidien, on a des digital advisors chez nous, mais aussi des spécialistes de la data, de la BI, de l'Office 365, de l'infra, etc. Donc globalement, on était prêt et on avait amorcé une trajectoire de finalement être 100% digital. Je sais que je vais abuser du terme digital. On était sur cette trajectoire. On ne va pas dire que tout était acquis, et justement, Erika va nous en parler un petit peu par la suite, mais en tout cas, on était sur cette trajectoire qui allait bien. Déjà, notre stratégie, finalement, en tant que partenaire majeur de Microsoft, donc c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure, en fait, on est une entreprise cloud first. Donc forcément, notre stratégie, c'est device and service, donc chez nous, il y a 0 serveur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout est déjà digitalisé. Pour reprendre ce terme, on n'a pas de serveur, on a juste finalement des PC quand même, hein, donc des devices, hein, mais des PC, mais aussi des terminaux mobiles, hein, pour le coup, il y a uniquement ça qu'ont les collaborateurs, et derrière on consomme du service, Azure, Office 365, un petit peu de Dynamics aussi, donc voilà, on consomme les clouds Microsoft, et même quand ce n'est pas du Microsoft, hein, on a un choix de se dire qu'on ne prend que des outils qui sont en mode SaaS, hein, pour le coup, pour ne pas avoir justement à gérer d'infra. Donc vous voyez que déjà, on partait pas de quelque chose où aucun des utilisateurs n'était habitué à être en mode, on va dire, télétravail ou en mode online, pour le coup. Donc le deuxième fait, c'est que notre métier s'approprie, est très approprié avec le télétravail. Évidemment, la plupart de nos clients demandent à ce qu'on soit dans leurs locaux, hein, donc ça c'est une exigence, mais globalement, nous, on avait amorcé cette politique-là auprès de nos clients, parce que c'est très bien pour les collaborateurs, surtout en plus en région parisienne où les transports sont un petit peu plus compliqués que le reste du territoire, mais en tout cas, on a un métier approprié, il n'y a aucune raison pour aller, je sais pas, superviser une infrastructure Azure, en fait, on le fait aussi bien de chez soi que du client. Modulo quelques éléments, mais on y viendra après sur la gestion de crise. Mais globalement, on est privilégié dans le sens où on est déjà dedans. Après, il y a aussi un autre état de fait, on est multi-agence, donc forcément, quand on fait une réunion avec une partie de la direction ou du CODIR qui se trouve à Bordeaux, ou notre directeur d'agence ou notre équipe CDS qui est à Nantes, forcément, on est forcément dans un mode, on va dire, un télétravail, un mode numérique. Voilà. Et puis, là, pour la petite anecdote, on a eu une super répétition générale avec les grèves de 2019 où on a énormément de clients qui sont passés en télétravail, en tout cas sur la région parisienne. Donc, mine de rien, voilà,
l'état des lieux, c'est on part déjà avec une bonne longueur d'avance sur le gérer finalement le problème du confinement, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas cité ce qu'était la crise. Évidemment, dans le contexte, vous savez tous de quoi on parle, mais globalement, on va parler surtout du confinement, hein, même s'il y aura quelques aspects sur les aspects sanitaires, mais on va parler du confinement. Et donc au final, ce qu'on doit retenir, c'est que 1, on était prêt, et 2, on n'a eu aucun arrêt de production. Donc, je parle vraiment, nous, notre métier dans le service, notre production, c'est d'être chez les clients et de faire des projets en assistance technique ou en forfait, mais en tout cas, on n'a pas eu d'arrêt de production dû à un facteur technique. Hein, on en a eu quelques-uns qui sont dus à d'autres critères, mais en tout cas, on était déjà prêt là-dessus. Je voulais juste terminer en vous montrant quelques chiffres. Hop, je vais switcher sur où est-il. Hop, alors malheureusement, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Juste montrer quelques chiffres en fait de cette digitalisation. Donc normalement, vous connaissez tous ce tableau de bord. Donc je viens ici sur les usages. Vous voyez, donc si on remonte à il y a 12 mois, on a déjà globalement des beaux taux d'utilisation des services online, hein, avec même pour le coup, alors une petite poussée de SharePoint en septembre, on ne sait toujours pas l'expliquer celle-là, pourquoi en septembre il y a eu. Voilà, on pense que c'est lié à un projet justement de knowledge management où on a mis beaucoup de documents sur SharePoint. Je pense que c'est ça. Mais vous voyez que globalement, Teams avait déjà un très bon usage qui n'a fait que grandir hein, finalement au fil du temps. Mais on a un très bon usage. On le voit aussi sur finalement les usages en mobilité, par exemple. Donc là, je vais prendre Teams, où finalement, vous voyez que Android est largement devant le web. Évidemment, on a le client Windows qui est celui qu'on utilise au quotidien qui est là, mais vous voyez qu'on a un très bon usage. Pareil, si je vous ai donné la carte d'identité d'Azeo, on parle de 300 collaborateurs. Donc, vous voyez qu'on a des beaux taux d'utilisation de Teams. Vous pouvez vous demander pourquoi ici ça monte à 327, tout simplement parce qu'on a un réseau de collaborateurs externes, soit des indépendants, etc., qui travaillent avec nous sur certains projets. Donc évidemment, on leur fournit les outils s'ils travaillent avec nous sur nos projets. L'autre stat finalement que je voulais vous montrer, c'est ici la stat d'utilisation de Teams. Et il y a un facteur qui va être extrêmement marquant lié justement à cette crise. Donc là, on voit bien hein, qu'on est sur un trend qui était croissant finalement de mois en mois. Hein, depuis un an, on a vraiment un usage de Teams qui est assez élevé. Et il y a une stat qui est assez rigolote ici, c'est que finalement, vous voyez qu'à partir de mars, et là, on est typiquement sur l'effet confinement et l'effet Covid, vous voyez que le nombre de calls interne est passé, a fait quasiment 1x3 pour le coup sur le mois de mars. Et ça, tout simplement, on sait vous l'expliquer, hein, c'est que finalement, tout ce qui est, par exemple, je vais prendre un café avec Erika pour parler de la session qu'on doit donner au virtual marathon. Typiquement, avant, on allait tout simplement à la machine à café, on en parlait pendant 10 minutes. Aujourd'hui, on démarre un call. Et ça, c'est vrai, quelles que soient les agences, même si on était prêt au télétravail, il a fallu redéfinir finalement la façon dont on travaille, et ça se voit dans les stats. Globalement, ça se voit surtout sur cette stat-là. Il y a un petit peu enfin voilà, c'est les meetings et les calls hein, qui ont augmenté. On a eu une petite poussée des channels messages, mais qui est revenu globalement à la normale sur mai. Après, ça baisse un petit peu sur avril-mai. Tout simplement parce que une partie d'activité partielle, donc qui fait que, et puis beaucoup de prises de congés qui font que les stats baissent. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu l'état des lieux. Globalement, on est une entreprise du numérique, donc forcément, on va dire qu'on est bien loti pour justement aborder cette crise, et ça se voit dans nos chiffres, même si vous voyez qu'il y a quand même eu un impact certains sur nos chiffres. Hop, là, je l'avais mis au cas où on a un petit problème avec Internet. Mais c'est pas parce qu'on est une entreprise du numérique hein, qu'il faut baisser les bras, ou en tout cas que tout est gagné. Et donc, Erika, est-ce que tu nous parlais d'adoption finalement chez Azeo? Et donc, je te demande de me faire signe pour les slides. Alors, l'adoption chez Azeo, justement, on était prêt. On était prêt techniquement. Mais on s'est aperçu, en fait, que l'adoption, c'est beaucoup plus que ça. Il y a Microsoft qui nous donne l'Adoption Framework que vous voyez ici. Donc, le but, c'est vraiment de faire un état des lieux, de discuter avec l'entreprise, savoir quelle est la direction qu'elle veut prendre. Ensuite, on va onboarder tous les salariés avec plusieurs étapes. Et ensuite, on va mesurer. Et ce framework, nous, on l'a adapté. Et on l'a adapté à la fois pour nos clients, mais aussi pour Azeo. Parce que, comme Jean-Pierre aime bien le dire, eat your own dog food.
ce qu'on fait chez les clients, ça peut aussi servir chez nous. Et nous, ce qu'on a fait, et notamment depuis le confinement, c'est qu'on a vraiment, vraiment appuyé sur la communication. Donc, en temps normal, lorsque vous avez des nouveaux outils, lorsque vous avez des changements profonds dans votre façon de travailler, il faut communiquer parce qu'il faut vraiment que tous vos employés soient au courant, qu'ils sachent que les produits existent, mais surtout, on fait quoi avec ça? Et là, pendant le confinement, on a redoublé d'efforts sur cette communication parce que c'est un pan essentiel justement pour l'adoption des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler. On est vraiment à un tournant au niveau du travail en règle générale et du travail numérique en particulier. Donc la communication, pour nous, c'est un vrai pan très, très important. Il faut élargir au maximum toutes les communications. Donc chez Azeo, on va communiquer par mail avec des newsletters sur Yammer, sur Teams aussi, bien sûr. On a aussi vraiment accentué la communication externe avec LinkedIn, avec notre site internet. Et quand on a communiqué, donc on a des nouveaux outils, on est prêt techniquement, tout est installé, c'est super, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs personnalités, on va le voir juste après. Donc il faut former les gens. Il faut les accompagner, il faut leur montrer quel outil pour quel usage. Parce que dans Office 365, des outils, il y en a plein. Et tout ne peut pas servir à n'importe qui, en fait. Donc, il y a vraiment des adaptations à faire et c'est vraiment accompagner le client ou même Azeo, puisqu'on l'a fait chez nous. On a vraiment accompagné les gens en fonction de leur métier, de leur façon de travailler et comment on pouvait leur rendre le travail plus facile, plus fluide et plus cohérent aussi à travers les différentes équipes. Et pour ça, on a un programme d'ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, ce sont des personnes qui sont un petit peu digital ready, qui vont aller fouiller quand ils ont des nouveaux outils et eux, ils vont pouvoir eux-mêmes donner un petit peu la bonne parole, que ce soit à leurs collègues, à leurs managers ou même au CODIR. La communication, en fait, elle va aller dans tous les sens. Mais ces ambassadeurs-là, ce sont vraiment des key users qu'on va accompagner en premier, puisque c'est eux qui ont déjà une appétence sur ces outils, qui ont déjà peut-être même des bonnes pratiques, des astuces à communiquer. Et tout ça, ça se mesure, on y reviendra après. Donc, le suivi des KPI sur l'adoption. Jean-Pierre? Ok, yes. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Lorsqu'on a des nouveaux produits, lorsqu'on a des nouvelles choses qui arrivent dans le travail, on a différentes personnalités. Il y a les innovators, donc ceux qui sont vraiment, et les early adopters aussi. On a un nouvel outil, ça vient d'arriver et nous, notre petit truc, c'est super, c'est un nouveau joujou, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, on va aller fouiller, on va aller le manipuler, on va se l'approprier, on va trouver des astuces pour notre travail au quotidien. Et les early adopters, donc ce fameux programme d'ambassadeurs, les early adopters, ils vont ramener tous ceux de la partie droite, donc ceux qui sont soit timides, soit dès qu'on a un nouveau produit, moi je ne sais pas ce que c'est, je n'y touche pas, j'ai l'habitude de travailler de cette manière-là, je préfère continuer à garder mes habitudes, je ne touche à rien. Et puis il y a ceux qui ne sont pas du tout au courant. D'où le pan important de la communication. Il faut que tous vos salariés soient au courant des outils que vous avez et c'est ce qu'on a fait aussi chez Azeo. Et le but de s'adapter à ces personnalités-là, c'est de ne laisser personne en arrière. Il faut que tout le monde soit intégré. Et il faut savoir que certains laggards, donc ceux qui sont un petit peu plus à la traîne, si je puis dire, ou qui ne sont pas au courant, ou qui n'ont juste pas touché au produit, enfin ceux qui sont un petit peu vraiment à part, peuvent devenir des ambassadeurs. Ça peut arriver. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont manipulé l'outil, qu'ils ont pris des nouvelles habitudes, ils peuvent eux-mêmes à nouveau divulguer la bonne parole et partager leurs astuces. D'ailleurs, on a eu je me permets de te couper, ouais. On a eu un exemple là-dessus. Donc, si on revient, nous, sur notre cas à nous, évidemment, on se dit, oh, bah non, on est tous des early adapters, mais non, on est comme toute entreprise, on a des gens qui ne sont pas forcément dans le digital, je pense notamment au back-office, et ce n'est pas un jugement de leur part, et on a des belles surprises, je pense que qu'on pense à la même personne, justement, suite à qui sont très assidus mais je ne veux pas dire ce que tu vas présenter après, qui sont très assidus et qui ont su finalement revenir dans les ambassadeurs. Oui, exactement. Donc du coup, c'est la suite, Jean-Pierre. Alors voilà. Lorsque vous faites une adoption, et ça vaut aussi chez Azeo, comme on l'a dit, on n'est pas tous matures sur les outils, on n'a pas tous la même maturité.
Moi, je fais partie des ambassadeurs, hein. J'ai un nouvel outil, je vais aller jouer dedans et après, je vais aller dire à tout le monde que c'est génial, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ça va nous faciliter tel aspect de notre travail, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus le CODIR dans cette adoption, dans ces nouveaux outils, parce que c'est vraiment très important dans une adoption que tout le monde soit intégré dans cette adoption, et y compris le haut de la hiérarchie. Donc là, on est plus sur un aspect top-down, en fait. Donc, on a fait une présentation au CODIR parce que, voilà, on s'est aperçu qu'il s'échangeait énormément de mails. Et qui n'a jamais eu un mail? Vous envoyez un mail à 10 personnes. Et ces 10 personnes vont vous répondre « Ok, j'ai vu, je m'en occupe, je prends le sujet » ou des choses comme ça. Ce qui fait que vous avez 10 réponses d'un seul coup. Qui finalement vont vous polluer votre boîte mail. Et c'est là qu'on a fait la présentation de Teams au CODIR. Ça vaut aussi, bien évidemment, pour la coédition de documents, hein. Vous envoyez un document à 10 personnes et d'un seul coup, vous avez 10 versions différentes qu'il va falloir merger ensemble. Et ça, c'était un des soucis du CODIR. Voilà, est-ce qu'on utilise le mail, Teams, comment on fait pour le partage de documents, etc. Mais en même temps, on veut que ce soit limité en accès parce que c'est des informations confidentielles, etc. Donc, on a pu leur montrer que dans Teams, en fait, on pouvait faire tout ça, qu'on pouvait envoyer une information et avec les réactions, eh ben, on n'est pas obligé de dire « Ok, bien vu, reçu, etc. » Vous faites juste le pouce levé et on sait que votre interlocuteur a lu votre message. Et ça, c'est ce qu'on a présenté au CODIR. Et il y a eu un effet cascade derrière. C'est-à-dire que le CODIR est devenu le sponsor des bonnes pratiques. Alors, sur Office 365 au global, je parle de Teams parce que c'est devenu notre outil de travail central, hein, chez Azeo. C'est vraiment, on sort quasiment plus de Teams, hein, d'ailleurs. Mais du coup, ça a eu un effet cascade. Ils sont devenus sponsors des bonnes pratiques. On a sensibilisé aussi tous les managers parce que s'il y a un manager qui dit « Ouais, non, mais Teams, moi, je m'en fiche, continuez à m'envoyer des mails, sinon je ne vous répondrai jamais », ça ne peut pas fonctionner. Pour une adoption complète et optimale, il faut que tout le monde joue le jeu. Et pour ça, il faut les accompagner, il faut que le CODIR soit impliqué dedans, que la direction soit impliquée et qu'on donne les bonnes pratiques, les bons usages à tout le monde. Et ensuite, on a fait des formations pour tous les azéotiers. Et là, on commence à avoir des retours d'expérience. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, une personne qui était considérée comme lagarde au départ, a vraiment pris le sujet à bras-le-corps et est devenu ambassadeur sur ce sujet. Et c'est comme ça, en fait, que la transmission d'informations et de bonnes pratiques se fait. Et c'est là qu'on a, on a utilisé le terme network. Hein. J'aurais pu utiliser aussi le terme spiderweb. Hein. Finalement, ça va se répandre à la fois du centre vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur ou à l'horizontale. En fait, toutes les bonnes pratiques, tout ce qui a pu faciliter notre travail au quotidien, va se transmettre dans toutes les directions. Que ça vienne d'en haut, que ça vienne d'en bas, que ça vienne de votre collègue d'à côté. En fait, ça va devenir viral et on va vraiment pouvoir avoir tous ensemble les bonnes pratiques et avoir aussi une communication renforcée. Parce que là, tout le monde est au courant, tout le monde utilise et tout le monde donne ses bonnes pratiques. Jean-Pierre, du coup. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place avant le confinement. C'était un petit peu notre ligne directrice avant, mais ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré parce que voilà, on est tous à distance. Moi, dans le début du confinement, j'ai reçu beaucoup de Teams qui me disaient « Tiens, je ne sais pas renommer une conversation de groupe, comment tu fais pour faire des annonces dans plusieurs canaux? D'ailleurs, au niveau canal, qu'est-ce que je fais? J'utilise plutôt la conversation ou j'utilise plutôt l'équipe? Et si j'utilise l'équipe, j'utilise quel canal? Et pour mes fichiers ?» Et donc, en fait, on s'est rendu compte que voilà, la formation, il fallait la continuer, il fallait l'accélérer, il fallait la pousser. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, on a un partenariat avec Mandarin Academy. Donc, c'est une plateforme de formation où vous allez suivre des MOOC sur des briques Office 365. C'est assez général, mais vous avez aussi des parcours par métier comme chef de projet ou assistante, des choses comme ça, mais c'est assez général, pas forcément adapté à Azeo, parce que ces parcours-là, chef de projet, on l'a, mais assistante, pas forcément. Donc, on a fait nos propres parcours à l'intérieur. Et ce qu'on a ajouté aussi, c'est les petits cafés. Alors, les petits cafés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réunions Teams qu'on va faire le mercredi entre midi et 2, et on va parler d'un outil d'Office 365 qu'on utilise régulièrement chez Azeo.
Et donc, en fait, on est vraiment passé par toute une ligne de produits. Hein. On a commencé avec Outlook, OneDrive. D'ailleurs, OneDrive, quelle est la différence avec SharePoint? On a eu cette question-là. Bien sûr, Teams, To-Do, OneNote, et comment toutes ces briques peuvent interagir entre elles. Et en fait, on modifie au fur et à mesure notre ligne éditoriale, justement par rapport au retour d'expérience qu'on peut avoir des ASEOT. Et c'est aussi comme ça que ça s'est accéléré. Et les petits cafés, on les a toujours fait à distance. On les a toujours fait par une réunion Teams parce que nous, en tant que Digital Advisor, soit on est chez le client, soit pendant les grèves qu'on a eues en 2019, on était à la maison, comme aujourd'hui, et on a toujours fait ces formations à distance. Et ça fonctionne très bien. Le retour d'expérience est très positif. On a des astuces qui arrivent, on communique sur les nouvelles fonctionnalités. Donc, ça a commencé par flouter votre arrière-plan dans Teams et après personnaliser votre arrière-plan. OneNote, le nouveau To-Do, Planner, etc. On a essayé de couvrir un maximum de sujets et là, on va commencer un nouveau chapitre dans ces formations-là avec les retours d'expérience, voir si on peut faire des échanges justement par rapport aux personnes qui étaient un petit peu en retard au début. Qu'est-ce que ça leur a apporté les As Learning et du coup, comment ils travaillent aujourd'hui. Et tout ça, ça s'est accéléré pendant le confinement en fait, parce qu'on s'est aperçu justement qu'il fallait remettre à niveau certaines personnes. Et ça contribue aussi à garder le lien constant qu'on a entre ASEOT, parce que on n'est plus ensemble. À la machine à café, moi, je ne peux plus débattre des années 80 avec Jean-Pierre. Je ne peux plus. Donc, c'est pas grave. On a gardé ce lien constant, on peut justement échanger nos bonnes pratiques ou poser nos questions. Justement, je suis soumis à ce sujet-là, j'arrive pas à le régler. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour tel sujet? Alors, c'est pas forcément un digital advisor qui va lui répondre, ça va être un ambassadeur, ça va être quelqu'un qui a été confronté à ce problème-là, qui sait comment le résoudre et qui va transmettre ce qu'il sait. Alors, ce qu'on avait mis en place aussi avant le confinement, ça c'est au niveau plus au niveau de la mesure des usages, c'est qu'on avait déjà initié une mesure sur les usages en mettant un petit peu d'intelligence artificielle dedans, justement pour savoir comment sont utilisés les outils Office 365. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout utilisées ou est-ce qu'il y a une équipe qui utilise plus Teams et l'autre qui finalement continue à s'envoyer beaucoup de mails. Donc on a vraiment initié ce hackathon en fin 2019 et tous les collaborateurs de toutes les agences ont participé. Et comme je disais, la communication reste essentielle. Donc, on a communiqué tout ce week-end-là sur le hackathon. Donc, c'était sur Yammer, c'était dans Teams, etc. Et donc, tous les ASEOT pouvaient voir en temps réel ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait développer. Ils ont tous réagi. Et donc, tout le monde était au courant de ce qu'on était en train de faire. On les a prévenus, on a communiqué sur nos avancées, sur nos blocages aussi. On a demandé l'aide à tous les ASEOT si, par exemple, finalement, vous voulez développer tel truc et puis finalement, on s'aperçoit qu'on est face à un problème qu'on n'arrive pas à régler. Et les ASEOT ont pu revenir aussi vers nous en disant, essaye telle astuce, tel truc, passe par là, etc. Donc, en fait, le hackathon, même si c'était un petit nombre d'ASEOT qui étaient là pour développer soit notre système de mesure, soit notre chatbot ou autre, on a quand même demandé leur aide et cette aide, elle est revenue très rapidement, en fait. Donc, ce lien constant, on l'a aussi conservé via le hackathon qu'on avait mis en place fin 2019. On avait déjà en vue d'améliorer les mesures qu'on pouvait avoir. Donc finalement, le point qui est à retenir, c'est accélération de ce plan d'action. Parce qu'en fait, là pour le coup, on n'avait rien qui n'existait pas ou qui n'était pas prévu dans notre plan. C'est juste que voilà, les petits cafés sont devenus quasi hebdo. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de LinkedIn. En effet, on a aussi essayé d'articuler une communication externe sur les astuces dont tu as parlé avec notre communication interne. C'est de faire ça. Et sur le dernier pan, le hackathon, c'est par rapport au dernier point de la méthodologie dont on parlait tout à l'heure, c'était de pouvoir suivre. Donc, on a essayé de travailler sur ce sujet-là. Malheureusement, on n'a pas forcément abouti, même si on a quelques éléments qu'on ne pourra pas vous partager là sur ce qu'on va présenter juste après. Mais voilà, c'est assez difficile d'avoir des bonnes métriques, hein, étant donné que Teams est une vraie forteresse qui vous protège, vous, en tant qu'utilisateur. Donc, il n'y a pas le super admin qui sait exactement ce que vous avez dit. Donc, les fameuses histoires c'est une très bonne fameuses gossips de l'entreprise peuvent être bien gardées avec des conversations dans Teams. Donc, ça nous a aidés, mais on en reparle un tout petit peu après. Par contre, j'ai une question
Erika, finalement, il y a quand même eu un peu des métiers chez nous qui ont été transformés. Et justement, comment ton équipe les a accompagnés pour faire ça? Alors, là, c'est au niveau de la formation. Donc, comme je vous disais, les petits cafés, Mandarine, ont fait de la formation sur des outils en règle générale, en fait. C'est de l'utilisation globale. Mais certaines populations ou certains métiers, et c'est notre métier aussi, c'est ce qu'on fournit aussi à nos clients, c'est que ce qui est global n'est pas forcément adapté à tous. Et donc, on peut aussi faire des formations sur mesure. C'est-à-dire qu'on va aller voir le métier, savoir comment il travaille aujourd'hui, on va conserver ce qui va, bien sûr, mais surtout, on va essayer de leur améliorer tout ce qui est chronophage, tout ce qui prend du temps, ou tout ce qui s'est transformé. Et là, ce qui s'est transformé pendant le confinement pour le recrutement, eh ben, ce sont les entretiens. C'est que les entretiens en physique, pendant 2 mois, il n'y en a pas eu. Et donc, comment on fait? Boum, visio. Et là, on les a vraiment accompagnés sur Teams en personnalisant vraiment leur utilisation de Teams. Donc, on leur a bien montré comment utiliser la visio, qu'on pouvait composer des numéros de téléphone directement dans Teams, que tous les documents pour le recrutement étaient dans un Teams d'équipe qui leur était dédié, donc tout était au même endroit. C'était très facile d'envoyer les templates aux candidats pour qu'ils puissent les renvoyer, les signer, puisqu'on a aussi DocuSign qui fonctionne, donc on pouvait vraiment tout faire de manière virtuelle et numérique. Et même le onboarding, c'est-à-dire quand on accueille un nouveau candidat, et ben pourquoi pas ne pas l'accueillir en visio de chez soi et commencer à lui donner ses premières missions. C'est possible aussi et c'est ce qu'on a vraiment fait pour le recrutement. On les a vraiment accompagnés à utiliser Teams comme outil central de recrutement. Donc, tous leurs fichiers sont à l'intérieur, tous les templates à remplir. Et ça, pour le coup, rappelez-vous, dans l'état des lieux, on disait qu'en tant qu'entreprise du numérique, bon, on est bien loti, on est 100% digitaux, donc ça, c'est facile quand on prend les populations de consultants, parce que c'est notre métier. Mais en fait, les populations autres, donc comme le recrutement, ils ont leur façon de faire et leur routine. Et finalement, on s'est aperçu qu'ils avaient besoin d'aide. Et donc, c'est là où Erika et l'équipe Digital Advisory sont intervenus pour faire ce type de schéma. Donc là, il est stylisé, mais de réfléchir à comment on digitalise un métier, comment finalement on l'emmène à se rendre. Voilà. Alors, je vous rassure, ça s'est fait très bien parce qu'on a quand même des gens qui sont proches du numérique, hein, mais mine de rien, il a fallu faire ce travail de mapper tout ce qui était dans le physique, dans le monde virtuel. Il y a une autre population avec qui on a fait ça? Oui, une autre population aussi, c'est le commerce. Alors, les commerciaux, c'est pareil, on les a accompagnés d'une manière très individuelle et très personnalisée sur Teams. Alors, je parle beaucoup de Teams, hein, mais c'est vraiment Office 365 au global. Mais Teams est vraiment devenu notre outil central de travail. Et c'est ça qui a un peu changé pendant le confinement, qui a même beaucoup changé. C'est qu'on ne sort plus de Teams et on a accompagné ces populations pour leur montrer que ce n'était pas la peine d'ouvrir 36 fenêtres et d'avoir du papier crayon pour prendre des notes. On peut tout faire au même endroit. Et si demain, un des commerciaux est malade ou a une incapacité de travailler, voilà, Jean-Pierre adore le papier stylo, je ne comprends pas, mais bon, voilà. Ça va être plus facile pour un autre commercial de prendre le relais parce que tous les documents, toutes les prises de notes, tous les entretiens, ils sont consignés dans un OneNote qui est dans leur Teams à eux, dans leur équipe, et ça leur permet de prendre le relais à la volée. Et pareil, on les a aussi vraiment accompagnés sur l'appel via Teams, parce que moi j'ai quand même une anecdote d'un commercial qui m'a envoyé un mail pour me demander mon numéro de téléphone pour ensuite m'appeler. Donc, composer mon numéro de téléphone sur son téléphone, m'appeler de manière traditionnelle. Donc, on aurait pu gagner beaucoup de temps s'il m'avait appelé directement sur Teams. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas un réflexe. Alors, ils connaissaient la fonction, mais ce n'était pas un réflexe. Et on leur a vraiment montré comment gagner beaucoup de temps, en fait, avec ces appels avec Teams. On ne sort plus de notre espace de travail. Tout est dedans. Donc, la prise de notes, c'est un OneNote qui est dans leur Teams. Ils peuvent appeler directement en audio ou en visio. Ils peuvent composer un numéro pour appeler un client. Ils peuvent tout faire vraiment à l'intérieur de Teams. Et ça, ce n'était pas encore un réflexe. Et là, ça l'est devenu. Et ça a vraiment fluidifié toutes les négociations commerciales. Voilà, s'il y avait besoin d'un autre commercial sur un sujet pour essayer de répondre à un client, etc., eh bien, ça a vraiment facilité cette communication, cette prise de décision et cette négociation.
Et ça a créé aussi des réussites. Hein. On a signé pas mal de contrats pendant le confinement. Donc, ce n'est pas du tout un frein, finalement, d'être à distance. Nous, on en ressort quelque chose d'extrêmement positif. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble physiquement qu'on n'est plus ensemble au travail. Et là, on s'est aperçu que voilà, Teams était aussi fédérateur, hein, on va vous en parler après, mais ça permet d'avoir une vraie fluidité dans le travail, de pouvoir savoir ce que fait l'équipe et de prendre le relais en cas de pépin s'il y a quelqu'un qui ne peut pas assurer. Donc, même constat de l'accélération sur des changements de réflexes, en fait. Hein. Les outils sont là, mais il ne suffit pas de dire vous devez utiliser Teams et ça fonctionne tout seul. Et là, on va faire une démo donc, pour aider. Donc, on a parlé des petits cafés, des as learning et des parcours personnalisés qu'on a fait pour certaines populations. Mais l'idée, c'est on a aussi travaillé sur un autre sujet. C'était de dire plus globalement comment on pourrait finalement avoir une sorte de démo ou en tout cas s'assurer que les gens participent là-dessus. Alors pour ça, on a créé finalement le village. Le village, qu'est-ce que c'est? Alors je vais faire une démo tout de suite. Mais le village, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une org-wide Teams. Donc en français, je ne sais plus comment c'est traduit, mais c'est à l'échelle de l'entreprise. Voilà, c'est une équipe à l'échelle de l'entreprise. Donc c'est simplement une équipe où tout le monde là, tout le monde y est. Donc on a appelé ça le village. Hop, je vous laisse pour l'instant les screenshots. L'objectif de ça, ça a été de garder un lien et finalement de recréer tout un tas de choses qu'on avait du mal à digitaliser. Exemple, prendre un café avec un collègue, se partager des petites discussions, que ce soit sur la culture pop ou des choses plus sérieuses, c'était de pouvoir recréer ça. Parce que l'idée, c'était pas non plus de tout contingenter dans des Teams trop pro, mais d'avoir ce côté qui représente finalement la vie d'une entreprise. Donc, on a créé ce Teams qui nous a permis d'être un vrai laboratoire. Hop, donc cette fois-ci, je vais switcher sur notre Teams. Alors, il est en thème fond blanc, pour le coup. Donc, il nous a servi finalement de laboratoire. Donc, beaucoup d'annonces, des petits jeux qui ont été organisés. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer hein, pour évidemment des soucis aussi de protection et de confidentialité de nos collaborateurs. Le peu qui sont affichés ne nous en vaudront pas. Mais vous voyez, typiquement, alors évidemment, on a eu besoin de nos équipes Digital Advisor pour lancer les éléments. Mais typiquement, voilà, partage, quel est votre livre préféré, etc. Et donc, vous voyez aussi comment est structuré cet élément. Donc, on a mis un café, un garage pour les choses un petit peu geek. Là, vous voyez par exemple qu'on a fait une watch party pour regarder la build, donc entre techniciens. On a fait un meeting qui a duré 3 heures où on discutait d'un petit peu tout, de sa session préférée, des annonces qui ont été faites. Donc, l'idée, c'était vraiment de recréer des choses qu'on avait en physique. Hein, les Aztecs, c'est quelque chose où tous les 15 jours, finalement, il y a un événement en agence qui était déjà en partie digitalisé, puisqu'on est multi-agence, donc forcément, c'était déjà digitalisé. Là, l'idée avec le village, ça a été vraiment de digitaliser à 100%, finalement, et même des petites choses comme prendre un café avec ses collègues. Alors, on a essayé tout un tas de choses, hein, comme par exemple, on s'est dit, il nous faut, faut que ça charge, le plan de village qui explique ce qu'il y a, et puis finalement, en fait, les gens n'ont pas besoin de ça, ils ont tout de suite compris ce qu'on voulait faire avec les éléments, un petit code de conduite parce que c'est important ici. On a mis en place en effet une équipe de modérateurs qui est chargée d'animer les choses. On travaille beaucoup sur le tagging et bien sûr on a mis aussi des KPI pour pouvoir suivre. Malheureusement, elles sont pas encore on ne souhaite pas les partager, mais juste pour vous donner un élément, on a quand même à peu près 40 à 50% de personnes qui participent à cette initiative du village. Donc, ce qui nous permet aussi de garder un lien, même si évidemment ce qu'on compte pas, hein, on parle bien uniquement de cette place centrale, évidemment on ne compte pas toutes les initiatives individuelles, hein, parce que c'est le but de Teams, hein, c'est de garder du peer-to-peer et de dire quelqu'un veut prendre un café juste avec une personne, il peut très bien le contacter. D'ailleurs, vous l'avez vu sur les stats tout à l'heure, hein, là on a eu une explosion là-dessus. Mais en tout cas, sur ce côté Teams, voilà, c'est à peu près cette stat-là, qui d'ailleurs, j'ai regardé ce matin, on est quand même 3 fois plus que Yammer sur la même période en termes d'utilisateurs. Donc comme quoi Teams, sur le côté gamification,
a été extrêmement important pour garder un petit peu les gens. Donc on s'en sert de laboratoire, 1, pour garder le contact avec les gens, mais 2, pour pouvoir justement donner des astuces et faire le réflexe. Je vais donner un petit exemple ici avec, je crois que c'est dans le café, non, c'est dans le café, je vais juste masquer la photo, mais on a lancé ici une petite initiative sur les cams pour justement développer un petit peu l'usage de démarrer sa caméra quand on est dans une réunion, et pour faire quelques réunions où on ne connaît pas les interlocuteurs, c'est très compliqué quand on ne les voit pas, il n'y a pas tout ce qui est body language, bah, typiquement on a lancé un petit challenge pour que les gens allument leur cam pendant les réunions et développent cette pratique-là. Donc on teste, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que finalement ça ne prendra pas, mais vraiment le village nous sert vraiment de laboratoire sur les éléments. Je vois le temps qui passe, je vais juste avancer un petit peu si tu veux bien, oui. Erika, donc tu as un petit commentaire à faire sur le village, toi qui es l'une des gentilles organisatrices du village, non ? Bah, en fait, c'est comme tu disais, c'est vraiment un petit peu notre labo et c'est aussi la diffusion des bonnes pratiques et des petites astuces et aussi des nouvelles fonctionnalités ou des événements comme aujourd'hui. Hein. On a fait des annonces dans le village et c'est une vraie grande portée et c'est aussi le village, il y a le CODIR dedans. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on intègre toutes les parties prenantes de toute l'entreprise. Et on monitor, surtout. Et on monitor. Allez, dernier chapitre avant d'aller vers la fin. On sait qu'on a beaucoup de choses à vous raconter, donc je vais essayer d'un petit peu accélérer. Donc évidemment, l'état des lieux, c'est qu'on est plutôt bien loti quand même par rapport à toutes les entreprises qui ont dû faire face à la crise. 2, on avait déjà tout un tas d'éléments, on avait déjà toute une ligne sur l'adoption qu'on a juste continuer et surtout accélérer, hein, donc avec des choses spécifiques pour certaines populations, des choses plus génériques, et ce village qui est le laboratoire, mais mine de rien, on a quand même dû gérer la crise et traiter les problématiques liées à la crise. Donc déjà, et donc là, je vais être très pragmatique sur ce qu'on a mis en place concrètement pour gérer la crise avec tout un tas d'exemples et de retours d'expérience. Déjà, la première chose, c'est que dès le premier jour, on a mis en place une cellule de crise. Alors là, vous allez me dire, vis-à-vis des outils et vis-à-vis d'Office 365, qu'est-ce que ça change ? Cette cellule de crise, il faut l'outiller. Donc, on a mis un project manager, ça c'est très important. Ça, pareil, rien à voir avec l'outillage, mais en fait, c'est important parce qu'on a pris je pense comme vous tous, une vague d'informations entre les déclarations sanitaires, les législations, les éléments, tout qui changeait toutes les heures, etc. Donc, on a mis un chef de projet et il nous fallait un espace pour pouvoir travailler. Là, tout simplement, nouvelle équipe pour pouvoir créer ça. Donc derrière, il y a SharePoint pour tout ce qui est documents, mais c'est vraiment Teams qui a été au centre. Et surtout, ça nous a permis aussi de gérer, puisque dans cette cellule de crise, il y avait différents niveaux, puisque il y a quand même des informations sanitaires qui correspondent, qui parlent des collaborateurs, etc. Donc il fallait différents niveaux pour justement sécuriser certains documents. Donc là, Teams avec les canaux privés pour pouvoir faire ça. Donc là, et quand je dis dès le premier jour, hein, c'est que il a fallu faire une demande, etc. On a tout simplement créé l'équipe, on a créé tout dès la première journée, pour le coup. Et ensuite, on a géré nos priorités. La priorité numéro 1, évidemment, c'est la santé des collaborateurs. Donc pour ça, il nous faut tout un tas d'éléments pour justement suivre les collaborateurs qui sont impactés, les conditions de travail, s'assurer que tout le monde peut télétravailler dans de bonnes conditions, suivre aussi tout simplement tout ce qu'on appelle les RPS et les risques psychosociaux. Donc les outils qu'on a mis en place pour ça, évidemment le village en a fait partie. Hein, c'était un des premiers éléments. C'était évidemment, on parle de recréer la vie interne, c'est évidemment très important, mais aussi c'était de s'assurer que finalement, on s'assurait que nos collaborateurs étaient bien présents et ne s'isolaient pas à cause du télétravail. Évidemment, on a utilisé Forms et on utilise encore Forms, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours pour prendre des infos, hein, donc notamment nos RH ont mené une étude anonyme cette fois-ci sur les collaborateurs, malgré que ce soit du Forms, hein, pour justement avoir ça. Et quand bien même ça ne soit pas anonyme, on a dû utiliser aussi un espèce de travail restreint, donc ce que je parlais avec les canaux privés, mais on utilise un autre outil, c'est le petit icône qu'on a ici, AIP. Ouais. Alors, comme je prends les devants parce qu'on nous avait demandé de montrer ce qu'était AIP lors de la dernière fois qu'on a parlé de ça. Ouais. AIP, on l'a ici. Alors, je ne peux pas trop zoomer, mais en haut, vous voyez que j'ai
des libellés que je peux mettre sur ma présentation SharePoint. Typiquement, on a créé 2 libellés, un CODIR étendu Covid et CSE étendu Covid, puisque évidemment on travaille avec nos instances de représentation du personnel pour gérer tous ces sujets-là. Donc tout simplement, si je clique ici, sur cet élément, tout de suite, le fichier va être chiffré. Donc, même si quelqu'un, rappelez-vous, un set gaussienne, même dans le CODIR, on a nos innovators et nos early adopters, mais aussi des gens qui sont moins rompus avec les nouvelles technologies. Donc, même si potentiellement j'ai oublié de l'envoyer dans Teams ou j'ai envoyé un email et l'email il a été forwardé, on est capable de sécuriser les éléments et notamment les éléments qui contiennent des informations personnelles. Donc, on a beaucoup utilisé AIP pour s'assurer. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà discuté auparavant, mais en fait, notre DSI l'a activé dès le premier jour du Covid. Voilà, en fait, marche forcée pour le coup sur ça. Hop, je vais revenir sur les slides. Deuxième priorité, il a fallu s'adapter aux nouvelles règles. La nouvelle règle, c'est le confinement, hein, donc la mise en place du télétravail, renforcement des interactions avec le client. Bon, ça, c'est à la rigueur, c'est pas trop lié à l'outillage, mais c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on communique moins avec nos clients. Tout ça, c'est avec Teams hein, qu'on le fait, avec justement le fait de pouvoir travailler en ligne. On l'avait dit tout à l'heure, pas d'arrêt de production dû à la technique. Les seules choses qu'on a dû faire, c'est, pour ceux qui connaissent, donc on fait énormément de projets dans Azure, évidemment, étant une entreprise Cloud First, typiquement, il a juste fallu ouvrir des firewalls et sur la plupart des projets, hein, c'était tout simplement juste un petit clic droit sur notre instance, alors, pas un clic droit, mais en tout cas dans la page de configuration du firewall de la base de données pour augmenter les URL et notamment prendre en compte celles de chacun de nos fournisseurs d'accès. Donc vraiment, il a fallu juste faire à la marge finalement ces petites adaptations, mais typiquement, c'est des choses qui se sont passées plutôt bien. Alors après, évidemment, des trucs assez classiques, hein, avoir des écrans, mais en tout cas, si on parle d'outillage, il y a eu par exemple le PSTN dont parlait Erika. Oui. En effet, on avait des licences, je crois qu'on a juste augmenté quand même le nombre de licences là-dessus, mais on avait quelques licences pour par exemple les populations commerciales qui sont évidemment celles qui sont le plus au téléphone, et finalement on s'aperçoit que en fait ils en avaient mais ils l'utilisaient pas forcément. Donc ça c'est quelque chose qui ont accéléré de justement pouvoir utiliser, de ne pas changer, hein, donc avoir le micro-casque qui va bien et d'utiliser le PSTN. Dernier élément aussi sur les nouvelles règles, donc qui cette fois-ci ne sont plus dans le confinement mais dans le déconfinement, c'est que finalement on a dû créer aussi une application pour pouvoir revenir en agence. Hop, on a un petit screenshot ici, mais potentiellement je pourrais vous la montrer. Alors comme on est en retard, je vais juste montrer qu'elle est là en fait. Hein. Si on l'a mis dans le village et on l'a intégré à Team. Hein, voilà, vous voyez la page d'accueil, mais je vais revenir sur les slides, hop, le temps que ça démarre. Et justement, en fait, c'est ça aussi qu'on essaye de vous dire, c'est que nous, on était prêts, mais avec tous les outils Microsoft qu'on a, en fait, on a vraiment pu s'adapter d'une manière très rapide et d'une manière très positive. Et voilà, Power Apps, on peut l'intégrer dans Teams, et ben voilà, c'est ce qu'on a fait pour cette application de déconfinement. Voilà, je crois que j'ai trouvé un bug parce que je suis censé être site manager et ça ne marche pas. Pour le coup. Ou alors on m'a retiré mes droits, mais donc en effet, alors je pense que vous le vivez tous, on est en train de démarrer le déconfinement, donc petit à petit on revient dans les agences parce que certains collaborateurs en ont besoin, parce qu'ils n'ont pas de conditions bien pour travailler, parce qu'ils le veulent, etc. Donc on a en effet mis des outils, et là typiquement, alors j'ai pas le chiffrage exact, hein, mais en effet Asbooking, donc nos équipes Power Apps, hein, on fait ça je crois en une semaine, hein, quand on a décidé, on a dit il nous faut un outil. Alors, ce qui est assez intéressant, je vais vous faire un petit feedback là-dessus. On a regardé justement différents outils qu'il pouvait y avoir dans Office 365. On a regardé Forms, on a regardé tout un tas d'éléments. Et surtout, on a regardé une application qui s'appelle Booking, qui est dans la galaxie Office 365. C'est bien sûr, c'est celle-là, Erika, hein, c'est bien Booking. Booking. Voilà. Ouais. Et la personne, donc notre project manager qui nous aide sur toute cette crise, donc c'est lui-même qui a fait les tests avec différents personnes représentatives et nous a dit c'est juste inutilisable. Donc le retour qu'on a sur l'application de Microsoft, c'est que ça marchait pas. Alors quand on dit ça marchait pas, hein, c'est beaucoup de bugs, beaucoup de complexité, etc. Ouais. Et donc on a décidé de partir sur une application qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a appelée Asbooking pour
le coup, pour le booking d'Azeo, qui nous permet de gérer le déconfinement. Donc on est à 2 semaines d'utilisation, ça marche plutôt bien, et là justement on est en train d'augmenter nos capacités pour le coup. J'accélère parce que je vois le temps qui passe. Le dernier point, c'est il a fallu évidemment gérer l'impact business, et je vais juste aller très vite. Donc évidemment, on a mis notre cellule de crise qui suit tout un tas d'indicateurs pour vérifier, pour se focaliser finalement à faire en sorte qu'on soit le moins impacté possible, puisque comme tout à chacun, on ne va pas dire qu'il y a eu 0 impact chez Azeo, mais en tout cas, on le suit énormément. Là, il y a 2 outils qui nous ont permis de bien suivre ça. Le premier, c'est Planner. Oui. Ici, donc on a vraiment utilisé Planner parce que, comme je vous disais, on a pris un peu la foudre avec tout un tas d'éléments, donc des actions à faire côté RH pour les déclarations à la directe, pour aller demander. Et vous savez qu'on a eu le FNE pour les formations, donc il a fallu faire ça, mais pareil, on est aussi consommateur, mais on est aussi vendeur de formation. Donc bref, tous ces éléments, donc Planner a été vraiment, on pourrait presque faire un Rex avec notre Planner. Chef de projet sur Planner, qui est d'ailleurs qui fait partie, alors je n'irais pas dire que c'est un lagarde, mais qui fait partie des gens qui sont maintenant des vrais early adopters et qui défendent Planner sur toutes les bonnes pratiques de chef de projet pour le coup. Et le deuxième outil qu'on voulait mettre en avant, c'était Power BI. Alors évidemment, on est plutôt bien outillé chez Azeo avec la personne qui s'occupe de BI interne, qui est aussi patron de la communauté Power BI en France. Donc vous doutez bien qu'on avait tout un tas de tableaux de bord, mais il a fallu les adapter, il a fallu en avoir des très spécifiques, et notamment pour nos RH, pour avoir tout un tas de suivi, que ce soit de l'impact finalement du Covid sur les collaborateurs. En fait, ce qui était intéressant, et l'apport qu'ont eu les outils Microsoft, c'est que finalement, on a juste pris nos tableaux de bord existants, qu'on a spécialisés, et donc c'est ce qu'il y a dans ce petit... dans le petit screenshot ici en bas, c'est qu'au final, on n'a fait que rajouter des indicateurs, impact Covid, ETP impact Covid, etc. On a juste fait que rajouter ces indicateurs dans notre modèle existant. Donc, ça a été très rapide. Hein. Globalement, la première semaine, on avait tous nos indicateurs de suivi qu'on a modifiés à la marge, mais qui nous a permis de suivre. Je vois qu'il est l'heure. Je voulais juste aller sur 2 messages, Gilles, si tu le permets. Le premier, c'est juste penser bien. En période de crise, en fait, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois avec Erika, finalement, on a juste fait de l'accélération d'un processus en cours. Ce processus dans votre entreprise, il est peut-être plus ou moins avancé, mais on ne peut pas dire en 2020 que les entreprises ne savent pas ce que c'est la transformation numérique. Hein. Je pense que vous recevez tous à peu près 14 newsletters qui vous parlent de transformation numérique par jour. Donc, on est tous, quel que soit notre métier, on est tous dans un processus. La période de crise n'a fait que l'accélérer, et même chez nous, Azeo, on a accéléré tout ce qu'on fait. Donc, évidemment, je ne vous parle pas de nos clients parce qu'ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux, mais évidemment, c'est la même chose pour eux. Le deuxième, c'est aussi de se dire, ayez confiance aux gens. En fait, on s'aperçoit que les gens s'adaptent extrêmement rapidement. Ouais. Au départ, vous faites une réunion, vous dites, bon, on va passer à Teams. Et là, tout le monde voit les problèmes. Oh là là, mais c'est compliqué, oh mon Dieu, et puis il faudrait que tout soit fait, puis machin, etc. Boum, le Covid est arrivé, et bizarrement, on a des clients qui étaient réfractaires depuis 1 an à Teams, qui d'un coup ont mis tous leurs collaborateurs en moins de 2 semaines sur Teams, et ont virtualisé toutes leurs... Et je ne vous parle pas des migrations de Skype, des Skype vers Teams, qui bizarrement se sont accélérées là-dessus. Donc pensez bien, et le mot qui est pour moi important, c'est résilience. Les gens sont résilients. Oui. Ne cherchez pas des problèmes où il y en a, on se dit ah, ça va être compliqué, les gens, comment ils vont faire? Mais en fait, vous leur mettez un nouvel outil, et bien en fait, ils sont résilients et ils y vont. Néanmoins, et c'est ma troisième élément, et en fait, ça fait guise de conclusion, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de l'accompagnement et de la formation, ce n'est pas du tout ce que je dis juste que les gens seront résilients et vont embrasser finalement le changement. Maintenant, c'est à vous de mettre les bonnes instances d'accompagnement parce qu'en fait, ils ne savent peut-être pas qu'en appuyant sur composer un numéro, ils ont une licence qui leur permet de téléphoner à leurs collègues, et ça, il faut leur montrer, il faut avoir ces éléments. Donc, mettez en place les instances pour justement former et accompagner. Voilà, ça, on ne parle pas de ce slide, et normalement, notre conclusion, c'est à peu près la même chose, continuité, voilà, on est sur les éléments. J'ai dépassé de 2 minutes, monsieur Gilles. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est très grave, évidemment. Ouais. Tu seras fouetté. Voilà, on va être durement châtié parce que je prends ma part de responsabilité. Je crois que j'ai été beaucoup plus longue que prévu. Mais voilà, en fait, le message qu'on veut faire passer, c'est que cette gestion de crise, on l'a bien vécu
parce qu'on a aussi de très bons outils. Mais ces outils-là, voilà, il faut communiquer, il faut accompagner dessus parce qu'il y a plein d'astuces à savoir et c'est pas forcément évident. Ne serait-ce que dans Teams tout seul, il y a déjà énormément de choses et il faut accompagner les gens au fur et à mesure. La crise a juste accéléré, nous, ce qu'on avait déjà un petit peu entamé. Mais voilà, ça a fait un effet boom au moment du confinement. D'ailleurs, tiens, je profite. Est-ce qu'il y a des questions, Gilles, d'ailleurs? Parce que je fais de l'extra time là, mais est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a mis en place, sur notre façon d'utiliser les outils? Alors, moi, je vois pas de questions apparaître dans le Q&A, donc c'est que tout était clair. Ok. Et pour appuyer ce que dit Erika, ça me fait penser, parce que ce matin, alors je ne fais pas de la pub pour une prochaine session, parce qu'elle avait lieu ce matin, mais on a fait avec Fabien Adato une session sur la gouvernance. Et en fait, c'est le triptyque, voilà, la sainte trinité de la gouvernance, hein, c'est des gens. OK, hein, donc là, en l'occurrence, dans le cadre de la crise, on a parlé des commerciaux, du recrutement, des digital advisors, de nos data champions. De nos ambassadeurs. Les data champions, c'est quand on parle de BI. Derrière, on met en place des processus, on définit les processus, voilà. Et ensuite, c'est l'outillage qui va arriver. Et ce qui manque dans cette trinité qui a été rajoutée par la méthodo qu'a développé les équipes, l'équipe d'Erika, l'équipe Digital Advisor, c'est le côté métrique et suivi. Pour le coup, qui est important de voir, parce que c'est important de s'apercevoir que les gens utilisent correctement les outils, en tout cas vont dans la direction que vous voulez les emmener. Donc par exemple, là, nous, on est en train de mettre toutes les KPI, ça arrive un petit peu tard, mais bon, on était un peu dans le jus, mais là, on est en train de mettre des KPI sur le village. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas encore prêt pour les montrer, mais qu'on commence à avoir des infos. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans l'ensemble des outils qu'on a chez Azeo, c'est celui qui a le meilleur taux de pénétration. Voilà. Après, on considère qu'on pourrait avoir une meilleure pénétration, mais ça, c'est notre challenge perso avec Erika et l'ensemble des équipes RH qui travaillent dans le village et qu'on salue en fin de cette session. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une adaptation constante. C'est-à-dire que on va vous accompagner pour des outils, pour des façons de travailler, on va avoir des retours d'expérience et là, on va s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas faire la même chose avec une autre population. Peut-être que là, il y a des besoins différents ou des aspects plus spécifiques. Et donc, en fait, c'est une adaptation constante. C'est clair. Jean-Pierre et Erika, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je suis Serge Tremblay, je prends la relève de Gilles. Alors, merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Et pour ceux qui sont là, encore, je vois qu'il y a encore des participants. N'oubliez pas, il y a un keynote qui commence dans quelques minutes avec Naomi Moneypenny et Chris McNulty sur la gestion des connaissances et le projet Cortex. Si vous ne connaissez pas, joignez-vous absolument à cette conférence-là. C'est quelque